Il est 18h au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos émissions en langue française prennent la relève et se poursuivent jusqu'à 20h heure locale du Caire sur Nal TV International. On commence tout de suite par le journal que vous pouvez aussi suivre sur la chaîne 2 de la télévision égyptienne. J'ai le plaisir de présenter ce journal en compagnie de ma collègue Imen. Bonsoir Imen. Imen Al-Aqad. Bonsoir Imen. Ilham. Commençons notre journal par le principal titre, le président Abdel Fattah el-Sisi. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité le Royaume d'Arabie Saoudite à l'occasion de l'annonce de son succès dans l'organisation de la Coupe du Monde de football 2034. Cela a été exprimé dans une publication du président el-Sisi sur son compte des réseaux sociaux où il a adressé ses vœux, espérant que l'organisation de cet événement marquera un jalon exceptionnel dans l'histoire du tournoi et de la région. Le chef de l'État a prié Dieu Tout-Puissant de préserver le royaume sous la direction de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz et de son prince héritier Mohammed Ben Salman. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, et son homologue chinois, Wang Yi, ont présidé le 4e cycle du dialogue stratégique. Ceci a eu lieu lors de la visite du Dr Abdelati à la capitale chinoise, Pékin. Au cours du 4e cycle du dialogue, les deux parties ont discuté des relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et la Chine. Ils ont également échangé leur vision sur les questions régionales et internationales les plus importantes d'intérêt commun, au premier rang desquels la question palestinienne. Abdelati a souligné l'importance de parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et à l'acheminement de l'aide humanitaire, en plus de commencer à mettre en œuvre la solution des deux États à établir l'État palestinien conformément aux résolutions pertinente des Nations Unies. Abdelati a également souligné l'importance de soutenir le processus politique global en Syrie, renouvelant le rejet de l'Égypte des violations israéliennes pour la souveraineté syrienne et le ciblage de sites militaires à l'intérieur du territoire syrien. Lors d'une conférence de presse à Pékin avec son homologue chinois, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a déclaré qu'il existe un accord entre les deux pays sur la nécessité d'un processus politique global en Syrie et sur la gestion d'une phase de transition qui reflète la diversité sectaire, religieuse et ethnique au sein du pays. Il a également souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu et de mettre fin à la guerre au Liban. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, a salué le rôle de l'Agence chinoise de coopération internationale au développement dans le soutien de grands projets en Égypte, tels que le projet de financement du train électrique léger et le projet de fabrication et du lancement du satellite Misrasat 2. Ceci a eu lieu lors de la réunion tenue aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères avec le président de l'Agence chinoise de coopération internationale. Abdelati a exprimé son aspiration à bénéficier des différents mécanismes de financement fournis par la Chine pour mettre en œuvre davantage de projets, ainsi qu'à renforcer la coopération conjointe avec l'agence chinoise, notamment à travers le mécanisme de coopération tripartite en Afrique, soulignant l'importance de s'appuyer sur les résultats du Forum de coopération sino-africain. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères a apprécié le rôle important de l'agence dans l'allègement du fardeau des crises humanitaires à travers le monde, notamment dans la bande de Gaza. Et en marge de sa visite exceptionnelle en Chine, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, s'est entretenu aujourd'hui avec le vice-président du constructeur automobile chinois Great Wall. Abdelati a souligné l'intérêt de la partie égyptienne à renforcer l'industrie automobile sur le marché égyptien, notamment les voitures électriques, soulignant que le gouvernement égyptien a pris de nombreuses mesures importantes au cours de la période écoulée à cet effet, surtout le lancement
lancement du programme de développement de l'industrie automobile, l'inauguration du Conseil suprême de l'automobile, en plus du lancement du Fonds pour le financement des voitures respectueuses de l'environnement et d'autres mesures pour soutenir les investisseurs pour ceux qui souhaitent investir dans ce domaine. Abdelati a ajouté que le gouvernement égyptien adopte des politiques qui rendent les éléments de la production de voitures électriques plus efficaces. L'Égypte dispose d'un avantage concurrentiel élevé. Lors de sa visite dans la capitale chinoise Pékin, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, a rencontré le ministre du département des relations internationales du comité central du Parti communiste de Chine. Abdelati a souligné les relations bilatérales distinguées avec la Chine et l'importance de tirer parti de la dynamique générée par les réunions présidentielles périodiques. Abdelati a commenté les derniers développements de la situation au Moyen-Orient et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région, notamment les développements dans la bande de Gaza et les efforts égyptiens pour réaliser un cessez-le-feu, en plus des développements de la situation en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati participera demain à une réunion sur l'évolution de la situation en Syrie en présence de ses homologues arabes ainsi que des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de l'Union européenne et de la Turquie, en plus du représentant de l'ONU. La réunion se tiendra dans la ville de Aqaba en Jordanie et réunira les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de l'Irak, du Liban, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Qatar. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a indiqué que les discussions porteront sur les moyens de soutenir une solution politique inclusive dirigée par les Syriens dans le cadre d'un processus de transition conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité visant à répondre aux aspirations du peuple syrien. Cette solution doit garantir la reconstruction des institutions de l'État syrien et préserver l'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la sécurité, la stabilité et les droits de tous ses citoyens. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l'armée de se préparer à rester tout l'hiver dans la zone tampon entre Israël et la Syrie, sur le sommet du plateau du Golan, où se trouve une force de l'ONU. Le ministre israélien de la Défense a déclaré qu'il est d'une importance sécuritaire capitale de maintenir la présence israélienne au sommet du mont Hermon et qu'il faut tout faire pour garantir la préparation de sur place afin de permettre aux combattants de séjourner dans cet endroit malgré les conditions climatiques difficiles. Durant l'hiver, cela s'est produit le lendemain de l'annonce par l'armée israélienne que ses raids aériens sur la Syrie avaient détruit plus de 90% des missiles stratégiques syriens sol-air. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé un important accord américano-turc sur la Syrie lors de sa rencontre avec son homologue turc à Ankara, Hakan Fidan. M. Blinken a souligné que l'accord prévoit une transition inclusive vers un gouvernement responsable et représentatif qui garantisse la protection des minorités. Blinken a ajouté qu'il est impératif de lutter contre la résurgence du groupe Daesh en Syrie après la chute de Bachar el-Assad, soulignant la coopération entre Washington et Ankara au cours des dernières années pour empêcher le terrorisme de gagner du terrain en Syrie. Des milliers de Syriens sont descendus aujourd'hui dans les rues à travers le pays, répondant à l'appel du chef des factions syriennes armées qui ont pris le pouvoir à Damas, Abu Mohamed El-Jolani, pour fêter la victoire de la révolution après la chute dimanche du régime de Bachar el-Assad. À la mi-journée, à Damas, la capitale Alep, dans le nord ou Saoudia, dans le sud, des milliers d'hommes, femmes, enfants convergent dans les centres. L'ambiance est à la fête, beaucoup brandissent le drapeau à 3 étoiles, symbole du soulèvement de 2011 adopté par les nouvelles autorités.
3 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés aujourd'hui dans un bombardement israélien au nord du nouveau camp de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza et au sud de la ville de Gaza. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a pour sa part condamné le massacre brutal commis par l'occupation israélienne dans le camp de Nusayrat. Le ministère palestinien a considéré le massacre comme le résultat direct de l'inaction de la communauté internationale et de son incapacité à mettre en œuvre ses décisions et ses engagements. Notant que l'occupation s'efforce d'aggraver ses crimes et d'achever la destruction systématique de la bande de Gaza et d'en faire une zone inhabitable. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a estimé que la destruction continue du nord de la bande de Gaza vise à tuer la vie palestinienne, ce qui a considéré comme politique systématique et a tenu la communauté internationale pour responsable de son échec à protéger le peuple palestinien et mettre fin à la guerre d'extermination et de déplacement. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a affirmé vendredi qu'il voit des signes encourageants d'un progrès vers un cessez-le-feu à Gaza. Antony Blinken a aussi demandé à la Turquie d'utiliser son influence sur le Hamas pour arriver à un cessez-le-feu à Gaza lors d'une visite à Ankara, la capitale turque. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a affirmé jeudi lors d'une visite en Israël avoir l'impression que le Premier ministre Benjamin Netanyahu était prêt pour un accord en vue de la libération des otages enlevés le 7 octobre. Un nouveau cycle de négociations en vue d'un cessez-le-feu et d'un accord de libération des otages semble se profiler. Le principal médiateur, le Qatar, ayant parlé d'un nouvel élan la semaine dernière. M. Sullivan a déclaré que l'approche du Hamas à l'égard des négociations avait changé, l'attribuant au renversement du président Bachar el-Assad et au cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre après 2 mois de guerre entre Israël et le mouvement libanais Hezbollah, un allié du président syrien déchu. Le Parlement moldave a annoncé dans un communiqué qu'à compter du 16 décembre, l'état d'urgence sera mis en place sur l'ensemble de la République de Moldavie en prévision de l'interruption attendue des livraisons de gaz russe dans la région séparatiste de Transnistrie. Le Parlement moldave a approuvé vendredi l'instauration d'un état d'urgence pour une durée de 60 jours en prévision de l'interruption attendue des livraisons de gaz russe dans la région séparatiste de Transnistrie. Le Parlement a annoncé dans un communiqué qu'à compter du 16 décembre, l'état d'urgence sera mis en place sur l'ensemble de la République de Moldavie. Le gouvernement a invoqué l'insuffisance des ressources énergétiques affectant directement et immédiatement la sécurité de l'État et des citoyens pour justifier cet état d'urgence qui lui permettra de réagir rapidement en cas de problème et d'éviter une crise humanitaire. Atteindre la sécurité énergétique est une priorité pour cette ex-république soviétique de 2,6 millions d'habitants, candidate à l'adhésion européenne plongée dans une grave crise après le lancement de l'offensive russe en Ukraine. La Moldavie, sous l'égide de sa présidente pro-européenne Maia Sandu, a commencé à diversifier ses sources d'approvisionnement. Mais elle ne peut pas se passer pour l'heure de la centrale thermique de Kusirgan, située en Transnistrie, qui fournit 70% de l'électricité à partir de gaz russe arrivant via l'Ukraine. Or, Kiev a annoncé son intention de ne pas renouveler le contrat, la liant jusqu'au 31 décembre à la Russie pour faire transiter le gaz russe vers l'Europe via son réseau étendu de gazoducs. Il s'agit d'un faux problème alors que le géant russe Gazprom pourrait utiliser d'autres itinéraires pour acheminer le gaz en vertu de ses obligations contractuelles courant jusqu'en 2026.
Le ministre de l'Énergie, accusé de ne pas avoir su gérer la crise, avait été limogé la semaine dernière. Le Kremlin exige de son côté le paiement d'une dette d'environ 700 millions de dollars non reconnue par Chisinau. Ce différend sur la dette due par la compagnie russo-moldave Moldovagaz date d'avant le début de la guerre en Ukraine et provient d'une hausse brutale des tarifs décidés par Moscou en 2021. Bon voilà, c'était donc tout pour le journal. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, bonsoir et à tout à l'heure.